Que toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute. Alors, une citation de Kant en intro d'un podcast, ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant, je vous l'accorde. Pourtant, cette citation est tout à fait pertinente par rapport à ce qu'on va se dire pendant l'heure qui va suivre, et même un peu plus. Bonjour, je m'appelle Simon Guillochon et vous êtes sur mon podcast, Le métier qui rentre. Ingénieur informatique depuis quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer des profils de métiers fascinants, et je voulais partager ça avec vous. Que ce soit avec leurs mains, leur cerveau ou les deux, je vous emmène tous les 15 du mois à la rencontre de jeunes professionnels qui ont relevé l'immense défi de simplement se lancer dans leur projet. De leur parcours à leurs plus grosses galères, en passant par quelques anecdotes toutes plus mémorables les unes que les autres, je suis sûr que vous serez fascinés, inspirés et motivés par ce qu'ils vont vous raconter. Allez, c'est le moment de plonger dans le métier qui rentre, c'est le moment de vous lancer. Bonjour No. Salut Simon. Comment tu vas? Ça va et toi? Nickel. Je suis très content de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Je suis très content de faire ce 4e épisode avec toi. Tu es conseillère en gestion de patrimoine. Oui. Ok, qu'on va souvent abréger en CGP dans le podcast, faut pas surprendre trop les auditeurs. Donc, tu as déjà écouté le podcast, tu connais un petit peu? Oui. Ouais, tu as écouté dans les 3 premiers épisodes? Waouh, quelle flatterie. Donc tu connais un petit peu le déroulé. On va commencer en parlant de ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait comme études, pour arriver à ton métier aujourd'hui. Après, on va définir un petit peu le métier que tu fais, aller un petit peu plus en profondeur, une journée, un type. Puis après, on viendra sur les plus grosses galères que tu as rencontrées. Puis on finira avec ton sentiment de réussite. Et puis peut-être quelques petites questions légères que je me réserve pour la fin, qui ont de moins en moins rapport avec ton métier, pour finir en beauté. Est-ce que ça te va? Ça me va. Ça te va? Est-ce que déjà, avant de partir dans ton parcours, tu peux me présenter en 2 mots ce que c'est qu'un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine? Ouais, donc un CGP pour l'abréviation, c'est quelqu'un qui va organiser ton patrimoine, que ce soit financier ou immobilier. C'est un peu ton copain de poche, quoi. Ok, très bon résumé, très court. Et du coup, on va partir rapidement sur ton parcours. On va s'attarder un petit peu sur cette phase-là. Tu as passé un bac? Ouais, j'ai fait un bac économique et social. Ok. Donc option économie, parce que la prof me plaisait, on va être honnête. J'avais le choix entre droit et économie. J'ai choisi économie parce que ça m'attirait plus. Que le droit? Que le droit. C'est assez drôle vu la suite. C'est drôle vu la suite. Au final, j'ai fait long parcours. T'es prêt? Ah mais j'ai tout le temps du monde. Je suis assis, je suis très bien installé. Alors j'ai fait une première année de BTS négociation relations clients. Ok, que en toute honnêteté je n'ai pas aimé du tout. Ok. Très bien. Pour te dire, j'étais major de promo. Ok. C'est pas mon style d'être major de promo. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais du coup, c'était qu'est-ce que t'as pas aimé là-dedans? Tout. C'était quoi les cours typiquement dans ton BTS? Tu faisais quoi? J'avais du droit, de l'économie, des maths, de l'anglais. C'était un peu général. Ok. Peut-être un peu trop général et à mon goût pas assez approfondi. Ok. Mon rêve c'était un peu d'aller à la fac, mais j'avais pas été bien orientée vers la fac. Ton rêve c'était d'aller à la fac? Complètement. C'est curieux, ça devenait d'où ça? Je voulais faire des études longues. Mm-hmm. Mon rêve, et ça l'a toujours été, c'est d'avoir un bac plus 5. Ok, c'est hyper noble parce que c'est de moins en moins vu ce genre de parcours aujourd'hui. On imagine des études, moi le premier, j'ai fait ça, des études un peu à l'américaine où tu vas payer ton école finalement en faisant un prêt étudiant plus ou moins long et puis à la fin tu arrives avec un diplôme commerce ingénieur. Les parcours fac un peu idylliques comme on pourrait l'imaginer sont de moins en moins présents, donc c'est chouette. Oui, c'est vrai ça. Mais du coup, ça t'a vraiment attiré? Ouais, ça m'a vraiment attiré. Et pour te dire, j'étais très malheureuse de ne pas y être. Ok. Et de voir d'autres amis qui ont pu, continuer leur parcours à la fac et moi non. J'étais très malheureuse, ce qui fait qu'au milieu d'année, j'ai dit stop. Je vais m'inscrire à la fac. Milieu d'année du BTS donc? Ouais, donc j'ai quand même terminé.
Major de promo sur le premier semestre. Voilà, mais même sur le second, parce que j'ai voulu terminer quand même, juste pour montrer que voilà, je vais au bout des choses. Et après, j'ai intégré la fac. J'ai fait AES la première année. C'est quoi AES ? AES, c'est Administration économique et sociale. Donc, c'était de l'économie, mais il y avait quand même du droit dedans. Ok, mais du coup, tu étais déjà un peu plus attiré par le droit ? Parce que tu m'avais dit que là on est resté sur le bac que tu as passé, où tu as choisi ES, en te disant j'aime bien l'économie parce que j'aime bien la prof, mais je prends pas le droit parce que l'économie m'intéresse un petit peu plus. T'as ton année de BTS qui te plaît pas, qui t'apprend pas énormément de choses a priori. Et là, tu arrives à la fac et tu te dis il y a quand même un peu de droit dedans et pourquoi pas. Alors j'ai pris AES parce que justement il y avait de l'économie et du droit. Ok, donc là t'avais pas à choisir. J'avais pas à choisir, et c'est surtout que le droit, j'étais pas sûre d'en avoir les capacités. D'accord. Donc c'était dur de changer d'études, de dire à tout le monde bon, moi je laisse tomber ça, alors que j'aurais pu avoir un diplôme facilement, je laisse tomber et je vais à la fac. Et en plus je vais en droit et c'est super dur. J'ai dit bon, mollo, je vais prendre l'entre-deux. Ok. J'ai eu mon année, très étonnée, fière de moi. La deuxième année, j'ai demandé à passer en deuxième année de droit. Ok, donc tu as fait la passerelle entre les deux. Et donc là, il fallait demander au directeur avec les notes, etc. Très étonnée, j'ai reçu une lettre d'acceptation. Et deuxième année de droit. T'es toujours très étonnée de ta réussite apparemment, c'est assez curieux. Très, ça continue. Ouais, mais c'est une preuve d'humilité assez forte, c'est chouette. Donc t'es prise en deuxième année de droit, donc L2. Deuxième année de droit, okay. Donc la deuxième année, même pour, je pense, ceux qui ont fait la première année de droit, à confirmer les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est une marche énorme. Le droit ? Ouais, la deuxième année, de la première à deuxième année, c'est une marche. C'est même pas une marche en fait, c'est 4 étages. Ouais, si tu montes ça un coup, donc c'était dur ? Ah bah je l'ai loupé, hein. en toute détente ? Toute détente, je l'ai loupé, mais j'avais des copines solidaires qui l'ont loupé avec moi. Donc adorable. Voilà, on a recommencé, on a fini par l'avoir. C'est pour ça que je dis parcours très long, parce que entre tu vois, les changements d'orientation... Ça a dû te paraître long en tout cas. Ah, c'était très long. Ouais, mais je veux dire, effectivement, dans les années, quand tu comptes, ça peut paraître long. Oui. Mais t'as des personnes qui font de la médecine et qui en font pendant 8-9 ans, mais qui pratiquent assez rapidement finalement. Ouais. Là, c'est des années de théorie, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui peut paraître très très long finalement. Ouais, c'est très long. Mais par contre, c'est vrai que de passer d'un BTS à la fac, c'est vraiment... Il y a un niveau entre les deux ? Un niveau incroyable, je vais pas le cacher. C'était un niveau, c'est autre chose. On n'a pas dit, mais t'as fait la fac à Bordeaux ? Oui. T'as fait toute ta scolarité à Bordeaux ? Tout à Bordeaux. Le bac aussi ? Non, le bac, j'étais à Parentis, dans les Landes. Ok. Ouais, passe des Landes. Le joli sud-ouest, on est bien, C'est ça, on aime bien. Mais tu vois, le niveau de la fac, il est haut, mais par contre, ce que tu apprends, tu l'apprends avec passion, à mon sens. Ok. Ah, c'est chouette. Oui, j'ai vraiment cette impression-là de si tu y arriveras seulement si tu arrives à te passionner pour ce que tu es en train de voir. Oui et non, parce que pour le coup, j'ai pas continué. Parce que même si j'ai cru quand j'étais plus jeune que la passion et ta dévotion peut tout te donner, c'est pas vrai. Hein. Ah ouais ? C'est pas vrai quand même, tu te prends une petite claque avec la réalité, parce que même si les études c'est gratuit, c'est pas si gratuit que ça, parce que tu dois te payer ton logement, tes courses, et je travaillais beaucoup à côté, et j'arrivais pas à assurer des notes qu'il aurait fallu pour avoir un très bon dossier, pour ensuite arriver en master et pouvoir, c'était sur dossier, pour avoir un très bon et aller là où je voulais. Donc, un nouveau C'est vrai choix. que les masters, ça se passe comme ça. Oui. Donc, t'as fait L2, redoublement L2, L3 ? Non, L3, c'est là où, entre la L2 et la L3, je me suis posé la question, parce que c'est à ce moment-là où on a su que pour nous, notre année à nous, pour les masters, ça serait sur dossier, alors qu'avant, non. Ok. Et là, je me suis posé une question, est-ce que je vais avoir les capacités, en travaillant à côté tout le temps, d'avoir les mêmes notes qu'une personne qui a son temps libre ? Faut être honnête. Ouais, effectivement, qui a tout le temps pour réviser. Et donc non ? Non, c'est non. Okay. La question, ça m'a fait beaucoup mal, mais c'était non. C'était la réalité, il fallait c'est prendre la réalité en face, quoi. Donc j'ai pris la décision de partir pour la L3 et d'aller justement dans une école de commerce, mais en alternance, pour faire une licence, c'était banque, pour me remettre à niveau, parce que c'est là où je me suis dit, je veux quoi ? J'aime bien le droit, j'aime vraiment ça.
J'aime les personnes et c'est là où j'ai commencé à découvrir le métier de CGP justement. Je me suis dit, mon rêve il part, le droit c'était aussi un rêve donc ça part, mais ça veut pas dire que je peux pas m'en faire un autre. Après, je vais pas te mentir, cette année-là elle a été affreuse. Dans quel sens ? Dans le sens où le niveau redevenait bas, pas aussi bas que mes débuts en BTS, mais le niveau baissait. C'était moins passionnant. Ah oui, tu t'es retrouvé dans une licence un peu moins rigoureuse ou exigeante, du moins que ouais, que le droit. exigeante et tu sais, qui te fait réfléchir. C'était beaucoup moins. L'alternance où je l'ai faite, les personnes étaient incroyables, mais je n'aimais pas forcément parce que pendant cette licence, j'ai pas fait un stage de CGP. Parce que quand tu es en L3, t'as pas encore le niveau pour passer des stages comme ça. Donc j'étais dans une boîte de recouvrement. Rien à voir. Ok. Recouvrement, tu peux rappeler ce que c'est rapidement ? Recouvrement, c'est quand les personnes elles ont des impayés, qu'à un moment donné, c'est un autre service qui prend en charge et qui essaye de récupérer cet argent qui est impayé. Donc on essaye de trouver des solutions à l'amiable ou pas. Donc c'était très dur, moi j'étais très timide. Ouais, humainement, j'imagine que c'est pas évident. C'était super compliqué. T'arrives dans des personnes qui sont dans une situation un peu délicate. Ouais, c'était super carrément compliqué. Difficile. Ouais, mais c'était génial. Ouais. T'as dû beaucoup apprendre du coup ? J'ai rien appris forcément, mais j'ai appris sur moi-même par contre. Ok. Ça te fait sortir de ta zone de confort. Tu relativises tes rêves, quoi. Ouais. Tu relativises et puis t'es face à des personnes où tu dois être sensible mais pas trop sensible. Donc t'apprends à faire face et tu vois, tu deviens un peu plus adulte. Ah, ça c'est sûr. Tu vois J'imagine que tu mûris fort d'un coup, ouais. Voilà, donc ça a été ma première partie d'études. Donc licence, donc là on finit sur une L3 en alternance. L3. Donc une année en alternance avec, voilà. que tu as, donc, oui. sans aucun problème. Que j'ai, mais j'ai pas voulu m'arrêter là parce que mon rêve de base c'était mon bac plus 5. Bah oui, c'est ça, voilà. Faut y aller. Mais mon bac plus 5, je voulais que ce soit un vrai bac plus 5, pas quelque chose que tu payes comme tu disais depuis le début. Donc j'ai fait le tour des écoles qui avaient un programme qui me plaisait, où le niveau était bon, où là il y avait un concours d'entrée. Je voulais pas rentrer comme ça. Tu te voulais, en fait, t'avais une marche. Je voulais mon challenge. Tu voulais une marche de difficulté pour te dire, je n'ai pas juste payé l'école pour y arriver. Oui. Ok. Ça enlèverait la qualité de certaines écoles où tu payes pour rentrer. Complètement. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Non, c'est juste pour me rassurer que j'ai pas fait une école pour payer. Parce que l'école est difficile. Moi. Toi, c'est un autre domaine. Donc, non, mais très. Okay. Non, mais c'est vrai qu'il y a des écoles qui sont payantes qui sont extraordinaires aussi. Mais ces écoles-là, je les citerai pas, mais j'avais pas le niveau, je pense. Ah ouais. Ouais. Mais celle que j'ai choisie, je vais la citer, c'était l'ESG à Bordeaux, à Cité du Vin. Le programme me plaisait énormément. Les personnes qui y étaient, qui sont sorties, ont eu des beaux postes. Les enseignants, c'était pas des profs de l'éducation nationale, c'était des personnes qui sont professionnelles à côté. Des intervenants finalement, pas vraiment des profs. Ouais, c'est ça, et qui avaient une réputation incroyable au titre professionnel. Ça fait une différence folle, ça. Voilà, c'est ça. Donc j'ai passé le concours d'entrée. Je te fais une petite confidence, il y avait de l'anglais. Voilà. Alors moi je sais ton niveau d'anglais et ton appétence pour l'anglais. Ouais. J'ai jamais eu ma note, mais j'ai eu le concours. J'ai pas demandé ma note. Tu m'étonnes. T'aurais dû pour l'encadrer pour dire regardez, j'ai eu mon concours sans l'anglais. Pas sûr qu'elle était jolie la note. Non, peut-être pas. Mais du coup, voilà. Je suis passée dans cette école. J'ai fait mes 2 ans en alternance, du coup, dans la banque où je suis actuellement, que je citerai pas, mais qui aime beaucoup les agriculteurs. Voilà. Ouais, la discrétion, on adore. Mais super, ok. Et j'ai adoré, par contre, mes études. Et pour le coup, j'ai retrouvé la difficulté de la fac. Ok, dans cette école-là, malgré le concours U, avec le concours U d'ailleurs, pas malgré, t'es arrivé dans l'école et il y avait cette difficulté de ce niveau d'excellence un peu... Ouais. Ok. Et donc tu l'as senti comment ? Tu t'es senti rassurée à ce moment-là, peut-être, j'imagine. De dire, un peu stressée de toujours avoir évidemment ce niveau-là. Mais en même temps, si j'y étais, il fallait un peu se faire confiance aussi, tu vois. Donc... sympa. C'était réussi à y arriver, ok. Ouais. Je fais juste une pause pour vérifier un truc. Comme ça, je bois, tu vois. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Donc on disait, après une petite pause technique pour des problèmes de micro, donc on disait que tu avais réussi à rentrer dans ton école. Oui.
T'as réussi avec le concours et t'as retrouvé le niveau de difficulté que t'avais à la fac. Oui. Donc potentiellement le deuxième rêve retomber vers le premier. C'était pas du droit à 100%, mais on avait quand même ces notions-là. On avait quand même cette notion d'exigence, d'excellence presque de ce que tu voulais faire. Et du coup, tu me disais que c'était en alternance. Ouais, j'étais en alternance. Avec ta banque, la banque où tu es toujours aujourd'hui. Oui, exactement. Et comment t'as trouvé cette alternance ? Alors cette alternance, je l'ai trouvée grâce à une copine. Où sa maman travaillait justement dans cette banque, okay. Dans le siège en fait. Sa maman que j'affectionne particulièrement et qui m'a beaucoup aidée à rentrer dans cette banque. Comment elle s'appelle ? Je peux pas le dire, c'est un secret. T'as pas le droit de le dire ? Non, c'est un secret. Okay. Mais elle se reconnaîtra, je l'aime beaucoup. Bon, on remercie la maman en question alors. Ok, super. Donc les relations, mais il y avait quand même un minimum d'entretien, j'imagine. C'était pas juste on t'a prise parce que tu connaissais... Alors pour te dire la vérité, ça faisait déjà 2 étés d'affilée que j'essayais de rentrer dans cette banque et j'y arrivais pas. Ah, donc t'avais vraiment une volonté d'y aller quand même. Oui, mais tu sais, les banques, c'est beaucoup des tests et aussi des entretiens en vidéo. Mm-hmm. Je me souviens d'un entretien vidéo que je pense avoir complètement foiré, qui était à mon sens mais complètement débile. J'étais toute seule devant mon écran et on me demandait de choper l'objet le plus proche de moi et d'essayer de le vendre. Ah, le fameux truc de... Ouais. C'est dans quel film qu'il y a ça, dans le Loup de Wall Street ? Ouais, je crois. Demandez-moi ce stylo. C'est un stylo que j'ai attrapé. Ouais, voilà, c'est le test. Je suis assez d'accord, ce test est assez Comment dur. tu veux vendre un stylo ? Soit on a besoin, soit on n'a pas besoin du stylo, tu vois. Tu te souviens de comment ils font dans le Loup de Wall Street ? Non, mais j'aurais dû le regarder avant. Ouais, t'as un papier, il dit faites-moi un autographe. Ah bah j'ai pas de stylo. Bah tenez, prenez mon stylo. Ouais. C'est une réponse bête et méchante. Mais en fait, c'est devenu une réponse bête et méchante. Ah oui, je t'imagine. Toute seule devant l'écran, un autographe. Avec toute ton humilité, ça aurait été à mourir de rire. Mais ouais, effectivement, tu vois, ça faisait déjà 2 ans que j'essayais d'y rentrer dedans, rien que pour travailler l'été, parce que j'en avais marre de faire des boulots physiquement compliqués, du genre les vignes, le McDo, etc. J'y arrivais pas. Et je crois que je n'ai même pas passé, alors si je me souviens bien, je n'ai pas passé d'entretien pour rentrer à l'intérieur. D'accord. On m'a appelée, c'était une dame très gentille qui m'a reçue par téléphone, qui m'a rappelé 2 fois. La première fois, elle n'a pas eu le temps, donc je me suis dit, bon, c'est mort. Mais j'avais quand même confiance parce que la maman de ma copine était dedans, elle relançait bien pour moi. Ouais, t'avais un appui, voilà, un appui en interne. Exactement, et la deuxième fois, on a un peu parlé, mais rien à voir avec le stage, pas grand-chose en fait, c'était plus la personnalité. Bah ça en soi, c'est un entretien. Ouais. C'est un entretien humain, mais c'est un entretien quand même. Mais c'est rare. Ah, que ce soit uniquement là-dessus et pas du tout penché sur le boulot. Ouais, oui. Et c'était très appréciable. Et pour le coup, 2 jours après, j'avais ma réponse, c'était oui. Et après, là, c'était les affectations de où je serais placée. Trop bien. Ouais. Donc très cool. C'est très cool d'avoir un retour d'alternance qui se soit bien passé et sur lequel tu puisses... Ouais. Et du coup, tu mixais, c'était quoi le rythme ? C'était 2 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Ok. Voilà. Plutôt pas mal. Ouais. Des fois, on avait 2 semaines, tu sais, quand il y avait des choses un peu spéciales, mais... Ok. Et ça le faisait comme rythme ? C'était confortable ? C'était intéressant ? C'était rythmé. Ouais, intense. Ouais, c'était intense parce que les cours, on avait repris un bon niveau. Donc, ce que tu devais rendre, tu y mettais vraiment du temps comme à la fac. Un peu moins parce que forcément, tu as moins de cours vu que tu es aussi en entreprise. Sauf qu'en entreprise, on t'en demandait aussi. Alors ça, c'était au bon vouloir de ton chef. Mais moi, on m'en demandait. Bah, c'est peut-être bon signe déjà. C'était bon signe, mais c'était dur. Et les horaires étaient compliqués parce que tu sais, tu veux faire bonne impression, donc tu restes autant que tu peux. Effectivement. C'est de moins en moins le cas, ça remarque, ça existe de moins en moins, ce genre de choses. Ouais. Déjà, ça marche de moins en moins, et puis ça se fait de moins en moins. Ouais. Mais du coup, tu as ton alternance, et en fait, tu vas très vite finir ton alternance, avoir le diplôme avec les partiels. Ouais. C'était quoi les cours que tu avais à l'ESG, c'est ça ? Ouais, à l'ESG, j'avais donc finance, droit approfondi. J'avais... alors, c'est une matière, je ne me souviens plus du nom, mais si tu veux, c'était les marchés financiers. Okay. Mais l'intervenant, c'était un trader qui venait. C'est hyper intéressant. C'était hyper intéressant, mais extrêmement compliqué, mais très intéressant. On avait des matières un peu plus rigolotes, tu vois, on avait histoire de l'art. Ok, un peu pour plus, ceux qui voulaient un peu plus légère, un peu plus spécialisée, on va dire. Ouais, spécialisée. Après, nos plus grosses matières, c'était quand même maths, marché financier, finance, fiscalité et droit. Ça doit pas être... Ouais, c'est des... Fiscalité, c'est pas des... Même finance, ça doit pas être des choses qui sont très évidentes. C'était
Très compliquée. Très intéressante, mais compliquée. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait, t'as jamais rien d'intéressant qui n'est pas compliqué. Il y a toujours cette espèce de... J'en parlais avec Maxime dans le 2e épisode, même un peu avec Pierre, je crois, dans le dernier. Il y a toujours cette espèce de marge d'apprentissage. En fait, c'est une période variable, en fonction des gens, en fonction des études qu'ils font, en fonction du domaine. Mais t'as toujours cette phase d'apprentissage hyper difficile. Et quand t'as passé la phase d'apprentissage et que t'es dans le domaine, en fait, t'es en plein kiff en permanence, quoi. Ouais, c'est exactement ça. T'as envie d'en savoir plus, mais... T'apprends à creuser tes sujets. Tu les creuses et tu les comprends pas, donc ça te frustre. Puis en même temps, tu dois les apprendre parce que t'as des notes qui arrivent. Mais ça te frustre quand même parce que t'as du mal à tout comprendre aussi vite que tu voudrais. Puis t'as des préférences pour certaines matières, tu vois. T'avais réussi à aller au-delà des notes que tu récupérais ? Genre, j'imagine, tu me disais que c'était exigeant, donc j'imagine que tu n'avais pas des 18 à toutes tes alors, en droit, oui. Mais c'est parce que c'était une passion, cette matière. Mais fiscalité, non. Pourquoi ? Étonnamment, je te voyais bien avoir du mal avec la fiscalité. Ouais. Ah si, j'avais une matière aussi. Celle-là, j'ai jamais eu la moyenne. C'était tout, on faisait des bilans comptables, des choses comme ça. La comptabilité, finalement. Ouais. Matière comptabilité, quoi. Ouais. Ça, j'ai pas aimé, hein. C'est très particulier. Mais c'est comme la fiscalité, c'est des choses qui sont très particulières. Puis c'est propre à la France en plus. Donc, ouais, je crois. L'administratif, on adore, quoi. C'est ça. Ok. Et si t'as un bilan à tirer de ton école, globalement. La meilleure expérience pour moi dans mes études. À quel niveau ? Professionnel, social, humain Professionnel. Ok. Avec l'alternance ? Ouais. Humain aussi. Pas forcément humain avec les autres, humain avec moi. C'est-à-dire, développe. C'est-à-dire que j'avais tout réuni, tout ce que je voulais était réuni. Mon bac +5, un boulot pour après, donc t'es moins stressé, des études qui te plaisent mais qui sont quand même exigeantes et dures. J'avais tout qui me plaisait. Et c'est à ce moment-là que dans ma vie, tu vois, tout a décollé et j'étais vraiment heureuse. Ok. Ouais, en gros, t'avais ta to-do list. Ta to-do list de ta vie, quoi. Enfin, de ta vie études. Ouais. Après, on verra. Avant, c'était check, le bac +5, les études un peu rigoureuses, etc., etc. Ouais, et la sécurité aussi, la sécurité d'avoir ton job. Alors, tu sais pas lequel, ça c'est le challenge, mais tu l'as. Ok. Et donc, à la fin, t'as ta to-do list et tu la remplis, quoi. Et ça, c'est ta façon, ça a été ta façon de fonctionner, ta ligne de vie, on va dire, tout au long de tes 5 années, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et tu te raccrochais à ça ? C'est le truc auquel tu te raccrochais vraiment de... Attends. Ouais. Pause, t'as eu une sale note... mais c'est pas grave, regarde, c'est là ton but, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que c'est une façon assez particulière, assez... comment dire ? C'est une façon assez rigoureuse de voir les choses, finalement. Il faut réussir à se cadrer sur... Ok, ça, c'est le plan. On va au bout du plan. On va pas tergiverser en se disant que c'est pas grave, on fera moins bien ou quoi. Non, ça, c'est le plan de base. Si on fait mieux, c'est bien. Mais si on fait ça, c'est le strict minimum. Exactement. Et franchement, c'est hyper dur d'en arriver là. Et d'avoir ce plan et cette volonté d'aller jusqu'au bout, quoi. En même temps, si tu veux, je pouvais pas avoir la volonté d'être la meilleure ou la plus intelligente parce que je savais que je ne pouvais pas l'être. Mais en général, quand tu as cette volonté-là, tu sais pas que tu peux pas l'être. Parce que quand tu as cette volonté-là, c'est que tu te butes à vouloir faire ça absolument. Ouais, disons que j'avais mes objectifs, je voulais mes objectifs, mais je savais que je ne serais pas la plus intelligente sur cette matière. Mais par contre, j'aimais ce que je faisais, donc j'y allais, quoi. Ok. Bon, je peux te rassurer, avec l'expérience de différentes personnes que j'ai pu interviewer jusque-là, quand les personnes sont les meilleures de leur domaine, elles le savent même pas elles-mêmes. Donc, c'est pas faux elles aussi. se rendent même pas compte et elles ont... C'est vrai. C'est l'avantage d'avoir ce podcast, si tu veux. C'est comme choisir des personnes comme toi et d'autres que j'ai pu avoir avant. J'ai que des personnes qui sont soit hyper humbles parce qu'elles ont réussi, mais dans une relative réussite au global, et qui ont suivi leur plan et ça leur allait très bien, soit des personnes qui sont hyper humbles parce qu'elles ont réussi, elles ont écrasé tout le monde, mais elles faisaient pas ça pour ça, elles faisaient ça pour kiffer, quoi. Oui, c'était pour elles. Dans tous les cas, c'est des gens qui vivent une passion, donc ils vont tout droit. C'est ça. Mais l'humilité, c'est assez commun tout ça, donc c'est assez chouette. Mais du coup, on arrive rapidement à la fin de ton alternance. Donc en résumé, tu as eu bac ES, le droit, enfin un BTS oubliable. Ah ouais, complètement. on le met pas dans la liste. On l'oublie. L1, L2, L2 bis et L3 en alternance, puis une école, quoi. Ouais. Ok. Donc tu vois, ça a été une succession de choix et de... Ah, c'est pas si long au final. Et de... Non, je ferais pas ce que je voulais. Ouais, mais au final, ça m'a amené ailleurs. C'est des compromis. Exactement. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin que tu fais. Ouais. Mais quand tu y es, tu le comprends pas. Hein. Non, c'est quand t'as mal. Hein. Mais c'est ça, il faut souffrir pour y arriver.
Et du coup, on arrive à ton employabilité. Oui. T'arrives à la fin. Ça se passe comment la fin d'ailleurs de l'ESG? T'as une remise de diplôme, t'as des partiels, j'ai eu des gros oraux à la fin. Des gros oraux, il y a eu des gros partiels, mais on savait que si la note était bonne, on avait notre année. Il y avait un dernier oral qui était là pour la forme. Ok, pour voir que pour un dernier checkpoint, pour vérifier qu'on n'envoyait pas des... C'est ça. J'aime bien dire des peintres, mais... Ouais, moi j'aurais dit des teuteux. J'ai rien contre le métier de peintre, au contraire. Mais ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, pour boucler la fin, tu vois, et dire, bon, c'est bon, vous avez fait le dernier effort, votre oral est sympa, partez. Allez, bon courage. Ciao. Enjoy la vie maintenant. Ok, remise de diplôme? Remise des diplômes, malheureusement une petite, à cause de tous les soucis de virus. Ah oui, avec le Covid. Ouais. T'es tombé pour le Covid? Ouais, parce que dans mon rêve, on va se dire une chose. T'étais dans les School Musical? Ouais, mais moi je voulais mon écharpe et mon petit chapeau. Et à cause de tout ça, j'ai pas eu. Ah, c'était en remote? Exactement. Vous l'avez fait en visio? Ouais. C'est trop triste. Trop. Ah, c'est une des meilleures. Franchement, expérience de fou. On a bu un petit verre tous ensemble, mais il n'y a pas eu le avec les chapeau. Masques et tout, super. Ouais. Dégoûté. Ouais, ça fait partie des contraintes que tu as eues sur ton chemin, quoi. Ça me fait mal toujours. Ah ouais? C'est toujours un pain point aujourd'hui? Ouais, c'est pas grave, à mes 30 ans, j'ai une copine, je pense qu'elle viendra avec un chapeau et une écharpe. Let's go, c'est noté. Franchement, je paierais pour être là. Donc t'as ton diplôme. Quelle année ton diplôme? Oula, c'est il y a 2 ans et demi ça. 2023? 2022? Ouais, 2022. Tu finis en 2021 ou 2022? Mais je crois que c'est l'été 2022. Donc diplôme en... Non, 2021. 2021, mais t'as eu le diplôme après? 2021, j'ai eu le diplôme et après j'ai enchaîné. Oui, ça fait 3 ans que je suis en poste, donc ouais, c'est ça. 3 ans d'expérience? Ouais. Et t'as suivi, donc t'as fait l'alternance pendant 2 ans et t'as suivi directement derrière... Oui. Dans la bande dont on dira pas le nom, mais qui aime bien les agriculteurs. Ouais, on le redit. Ok, donc t'as enchaîné, t'as gardé le même poste que dans ton alternance? Alors, j'ai pas gardé le même poste parce que quand j'étais alternante, j'étais à un pôle privé, si tu veux, avec plein de conseillers que je suivais. Et en même temps, je faisais aussi la petite main, l'assistante. J'étais le couteau suisse, tu vois. Et après... Il y a le chat qui est en train de se balader sur la table, mais c'est pas grave. Bien. Mais le chat, il aime bien... Non, il aime bien l'eau aussi. Ça sera la mienne, celle-là. Ça sera la petite pause. Ça sera la mienne, celle-là. Et du coup, à la fin, en fait, le but, c'est de prendre un poste. Donc, soit un poste de conseiller avec qui j'avais appris. Donc, c'est un poste de conseiller en gestion de patrimoine et conseiller patrimonial. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, c'est la même chose, en toute sincérité. Ce qui change, c'est la tranche d'âge des clients. D'accord, ok. Conseiller en gestion de patrimoine, je te dirais, c'est 55 ans et plus. Ah, ok. C'est la gestion... Enfin, conseiller patrimonial, tu vas avoir conseiller des personnes pour acquérir un patrimoine et la gestion, ça va être pour l'organisation. Ouais, exactement. En soi, tu fais la même chose. Vraiment, tu fais la même chose, mais différemment. Les patrimoniaux, ils sont plus avec les plus jeunes, je te dirais 30-55 ans, ouais. Et les CGP, plus avec une tranche un peu plus vieillissante. Okay. Donc, moi, ce qui m'allait. Ok. J'aimais bien. Après, j'ai passé un entretien pour valider quel poste on allait me valider, parce qu'il n'y avait pas que ces postes-là. Ça ne veut pas dire que tu fais ces études que tu as ce poste-là à la fin. Il y a quoi comme différents postes que tu peux avoir après? Il y a conseiller commercial. Donc ça, c'est la personne qui fait l'accueil, qui reçoit des clients lambda. Ensuite, tu as le conseiller particulier, qui peut amener à faire l'accueil aussi, mais qui reçoit les clients et qui, lui, il est habilité à faire quelques placements et à faire de l'immobilier, des crédits, des choses comme ça. Et après, là, ça passe sur des métiers spécialisés où, dans mon domaine à moi, c'était conseiller en gestion de patrimoine et conseiller patrimonial. Ok. Donc, j'ai passé un entretien où on m'a validé sur les 2 postes que je souhaitais. Et après, bon, là, on te valide, ok, mais il faut un poste. Hein. Et tu sais si c'est commun à toutes les banques, ça? Oui, c'est commun à toutes les banques. Toutes les banques ont les mêmes types de postes? Ouais, c'est les mêmes types de postes, mais pas les mêmes noms. Oui, il y a des intitulés un petit peu différents, mais la répartition, globalement, elle est similaire. Quoi. Ouais, exactement. Donc, ma sœur qui est dans une autre banque, et mon beau-frère qui est dans une autre autre banque. Vous avez 3 banques différentes dans la famille? Et une autre personne de ma famille qui est dans une autre encore banque. Sympa, la Delphine. Ouais, exactement. Les banquiers, eux, c'est la même chose, mais sous des noms différents, en fait. Ok. Donc, je te disais, t'es validé sur un poste, mais après, faut-il qu'il y en ait un de libre dans le secteur que tu veux aussi. Effectivement. Soit tu fais des concessions d'aller loin ou pas. Toi, tu souhaitais rester à côté, j'imagine? Oui, pour des raisons de santé, j'étais obligée de rester sur le secteur où j'étais, donc Bordeaux Sud, ce qui me va très bien aussi. Hein.
Et donc, du coup, j'ai pris un poste de conseiller en gestion de patrimoine, pas loin de chez moi. Qui t'allait très bien aussi. Qui m'allait très bien aussi. En fait, je pense que dans la vie, il faut faire des concessions. Ok, j'aurais pu avoir conseiller patrimonial où, sincèrement, il n'y avait pas de différence de salaire parce que tu négocies quand tu arrives et qu'on te veut. Tu avais une tranche d'âge un peu plus jeune. Est-ce que à mon âge, parce que quand j'ai pris le poste, j'avais 25-26 ans, est-ce que j'avais le courage d'être devant ces personnes-là? Alors oui, j'aurais réussi. Mais pour une fois, est-ce que c'est pas bien de commencer un peu plus tranquillement et arrêter de se mettre le stress? Oui, je pense. C'est ta petite récompense d'avoir fait tes 5 ans d'études et d'avoir ton bac plus 5, ta vie à proximité et ton job c'est après. Ça. Okay. Être un peu tranquille sans challenge. On reviendra sur l'évolution a posteriori parce que c'est une matisse des questions sur l'évolution de ta carrière et où est-ce que tu te vois plus tard. Okay. Mais là maintenant, du coup, on a bien compris que tu arrivais dans le métier de conseillère gestion patrimoine. Je pense que j'ai envie de partir sur la partie sur ton métier en tant que tel. Aller un peu plus loin dans le métier de conseiller gestion patrimoine. On a compris que c'était tranche à partir de 50 ans, grosso modo, des personnes qui ont déjà un patrimoine un peu effectif. T'as des gros portefeuilles déjà? Oui. Ouais, il y a vraiment des très gros portefeuilles. Oui, j'en ai à 2-3 millions. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est intéressant. Et ton plus petit portefeuille, ça va être des gens qui ont une maison et qui... Alors normalement, dans mon portefeuille, si tu veux, il faut à minima 100 000 € de revenus par an, par personne. Ah, il y a un minimum pour avoir le conseiller gestion patrimoine. Mais déjà, mon directeur, il n'est pas forcément comme ça. Et puis moi, j'aime bien avoir aussi des personnes comme moi, lambda, si tu veux. J'aime beaucoup avoir des jeunes aussi qui démarrent. Donc, tu as un portefeuille? Ouais. Et donc, dans ton portefeuille, tu as une variété hyper... Ouais, bon, la majorité, c'est à fort patrimoine. Mais... je m'autorise à prendre des clients qui me plaisent aussi. Ok. Ma question d'après, c'est quoi les compétences qu'il faut? Parce qu'on a compris que du coup, il y avait des cours de finance. Il faut des grandes connaissances dans la fiscalité, dans la finance, dans les maths un petit peu aussi. Est-ce que tes cours de maths de l'ESG te servent toujours aujourd'hui? Oui. C'est la question sur les cours de maths. Est-ce que tu fais... des intégrales, des matrices? Alors, ce genre de choses, non. Mais les cours de maths qu'on avait, si tu veux, ils étaient couplés avec le droit, avec les successions, tout ça, la fiscalité. Du coup, forcément, ils sont présents tous les jours. T'es experte du produit en croix, quoi. Non, j'ai ma calculette qui me suit partout. Mais du coup, pour revenir à ma question, dans ce qu'on appelle les hard skills, c'est les talents les plus techniques de ce métier. Connaissances hyper pointues sur tout le domaine, sur les bons investissements à faire aussi, qui sont conseillés par l'entreprise, j'imagine aussi. Je dirais que la fiscalité, c'est avoir une base fiscale, c'est important. C'est assez drôle, sachant que c'était ce que tu avais le plus... Mais totalement. Mais parce que le client qui arrive en face de toi, on sait plus que toi. Ah, probablement. Toujours. Surtout avec ChatGPT maintenant. Oui, il en sait plus que toi, mais le problème, c'est qu'il en sait sans comprendre. Donc il te dit des choses qu'il ne comprend pas, donc il faut que tu aies ces compétences-là. Il faut que fiscalement, pas que tu sois irréprochable, parce qu'il faut apprendre à savoir, à dire je sais pas. Sinon t'es malheureux. Donc moi j'étais très stressée de pas savoir. Maintenant je suis plus du tout stressée, je sais pas. Ok. Donc il y avait la fiscalité qui est très importante, le droit, les successions. Les successions et les régimes matrimoniaux, c'est quelque chose qu'il faut pas du tout négliger. Ah ouais? Ouais. Alors c'est un peu détaillé ce que je dis, mais c'est parce que non, mais mon on métier peut de aller tous dans le les détail jours, si l'intérêt, on veut aller dans le détail là. C'est ça que je trouve qu'il Pourquoi faut. Vas-y, approfondis un petit peu sur ce sujet-là. Déjà, c'est les successions, on parle de léguer une maison ou de l'héritage ou tout ce genre de choses. Ouais, quand il y a le décès, en fait, les personnes, à partir d'un certain âge, donc notamment le portefeuille que j'ai, c'est ce qui leur fait le plus peur. En fait, leur but, eux, c'est léguer leur argent, ou pas d'ailleurs. Il y a des personnes qui viennent, tu vois, famille recomposée. Ouais, mais alors mon beau-fils, moi, je veux qu'il ait rien. Des choses comme ça. Tu peux en penser ce que tu veux, mais toi, il faut que tu leur donnes la réponse à leurs questions. T'es obligé de rester neutre. Exactement, et que tu leur trouves la solution. Donc, il faut que tu connaisses comment se passe une succession, qui a le droit à quoi et comment tu peux... En fait, t'es un mini-notaire. Ouais, il y a un peu de ça, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Et du conseil, il y a beaucoup. Ouais, mais on travaille beaucoup avec les notaires parce qu'on a nos connaissances, mais après, pour rédiger les choses, c'est pas nous. Donc, on travaille ensemble. Donc, Et donc, ça, c'est dans les hard skills. Dans les soft skills, tu as quoi? Soft skills qui sont plus humains, plus orientés, compassion. Compassion et patience.
Patience, ouais, c'est vrai que c'est un mot qui me semble assez approprié à ce que tu me décris depuis tout à l'heure. La patience, parce que les personnes qui viennent te voir, alors j'ai de la chance parce que les personnes âgées, elles sont plus confiantes. On a l'impression que non, mais en fait, si, c'est les personnes les plus adorables du monde. Elles te voient, tu leur souris, tu les aides juste à imprimer un papier, elles te font confiance. Ok. Et c'est chouette. Ça, c'est bien. Enfin, c'est pratique, du moins. Ouais, c'est pratique, mais c'est surtout agréable pour travailler. Parce qu'il faut beaucoup de patience. Les personnes pensent que CGP égale banquier et banquier égale arnaqueur. Mais c'est pas vrai. On est des personnes comme tout le monde. Qu'est-ce qui est pas vrai? Que banquier égale arnaqueur ou que CGP égale banquier? Que les deux égale arnaqueur. Les deux sont faux. Ouais, complètement. Ok. On est humain derrière, donc nous, on veut aider les personnes. Le biais, j'imagine que c'est plus d'avoir l'impression que tu veux forcément leur vendre quelque chose. Exactement. C'est exactement ça. Ils pensent qu'on est des commerciaux. Et c'est faux? Non. Vous voulez leur vendre quelque chose? On veut, mais dans leur intérêt. En fait, moi, je suis pas commerciale. Peut-être à tort pour mon entreprise, tu vois, parce que je pense que je vends sûrement pas ce qu'on me demande de vendre. Mais après, mon métier, moi, c'est pas conseiller commercial. C'est pas faire de la vente, quoi. Voilà. T'es pas évalué sur tes chiffres, toi? Je suis évaluée sur mes chiffres, mais pas forcément sur ce que je vends. Ah oui, d'accord. T'es pas évalué sur la quantité, t'es évalué sur le... En fait, il y a de la quantité, mais il y a aussi de la qualité. Quand tu as un portefeuille patrimonial, tu vois, tu vends des choses, par exemple des garanties d'essai, des choses comme ça, parce que dans leurs problématiques qui viennent te voir, c'est ça qu'il leur faut. Ok ? Tu as des choses à vendre avec eux. Alors, effectivement, il y a des trucs qui sont commerciaux, des choses, des contreparties, des choses comme toute entreprise, ça c'est sûr. Mais la plupart des choses que tu leur préconises, c'est parce que eux t'ont demandé, en fait. C'est adapté aux personnes que tu as en face de toi. Exactement. Ok, donc patience, compréhension du besoin de l'autre. Oui. Ok, intéressant, hyper intéressant. Self-control. Ah oui? Je l'ai pas dit, mais faut pas trop aller dans l'émotion. Ouais. Oui, des fois, tu as des choses tristes, des fois, tu as des personnes qui sont... Tu sais pas où est passée l'éducation. Ça, ce que tu as fait avec le recouvrement, finalement, ça t'aide pas mal. Ouais, exactement. Exactement. Parce que tu vois, j'ai eu le poste, je pense, parce que j'avais ce self-control que d'autres à mon âge n'avaient pas. Comme quoi les entretiens, même en interne, ça peut servir. Ouais, c'est clair. Ok. Question par rapport à ton taf, toujours. C'est quoi la charge de travail au quotidien? Parce que là, tu me dis que tu as un portefeuille de clients, que tu étoffes en plus avec des plus ou moins jeunes pour varier un petit peu. Ouais. Est-ce que tu as des horaires de bureau comme je pourrais avoir, assez classique, le 9-17? Ou est-ce que c'est un peu plus chargé que ça? Il y a des heures sup? Alors, pour ma part, c'est classique. C'est du 8h30, 17h30. À savoir que moi, je suis au forfait. Donc, au forfait, ça veut dire que je ne badge pas. Ça veut dire que je peux faire les horaires que je veux. Pourquoi ? Parce que je suis amenée à faire des déplacements, à aller chez les clients et à prendre plus de temps si nécessaire. Donc, je peux gérer mon temps de travail comme je l'entends. Tu as le statut cadre, le fameux statut cadre qui te permet d'avoir des horaires de travail assez flexibles, non ? Ouais, statut cadre sur les horaires flexibles, mais pas sur le papier, par contre. Ah, dommage. Ouais, là, il faut attendre longtemps avant de l'avoir. C'est une question d'expérience ? C'est une question d'année d'expérience ? Non, c'est une question qu'il y a plusieurs postes, comme je t'ai dit, et au-dessus de CGP et Patrie, tu as encore conseiller privé. Okay. Et les conseillers privés, c'est eux qui sont cadres. Donc le poste au-dessus, je serai cadre. Ok. T'as une volonté d'aller vers ce genre de poste assez rapidement, toi ? Oui et non. Oui, parce que c'est l'évolution que je veux. Rapidement, pas si rapidement que tu l'entends, je pense. Pourquoi ? Parce que si tu arrives déjà à ce niveau-là, qu'est-ce que tu fais après ? Et là, j'arrive pas à me projeter pour après. Bah, à l'instar de quand t'es arrivé en licence et que t'as voulu faire du droit avec un bac plus 5, tu savais pas vraiment où te projeter après non plus. Non, c'est ça. Mais là, j'avoue que là, il y a un blocage. Là, je sais pas. Il y a un blocage, ouais. T'as à la fin de ta to-do list et tu sais pas quoi mettre après, quoi. Eh bien, franchement, exactement. Okay. Ma to-do list sera terminée... Après, je débat beaucoup avec des collègues en ce moment sur ça, sur le fait d'avoir des besoins qui varient, en fait. Des volontés qui sont... de pas forcément passer manager, de pas forcément passer dans de l'excellence sur certains points, mais juste d'arriver à un poste et d'être bien dans ce poste-là, quoi. C'est exactement ça. T'en es à peu près à ça, toi ? Tu te dis, pour l'instant, je suis bien dans ce que je fais, j'ai pas forcément envie d'évoluer. Oui, j'en parlais à mon directeur de secteur qui est parti, et je lui disais que... Parce qu'il m'a dit que j'avais une évolution de carrière rapide pour mon âge, ce qui est vrai parce qu'on est 3, je crois.
Et je lui ai dit, mais oui, c'est rapide, mais une fois que j'aurai le poste suivant, je n'ai pas l'envie d'être manager. Je dis, peut-être que je suis trop jeune et que ça viendra après. Et il m'a dit, non, c'est dans les tripes, c'est soit on le veut, soit on le veut pas. Mais il m'a dit, il n'y a pas de honte à pas vouloir l'être. Alors, je suis d'accord avec la honte. Sur le on veut pas, je suis un peu plus nuancé. Je pense que, comme toi, tu as raison, je pense, ça évolue avec le temps. Oui. Peut-être qu'en devenant parent, peut-être qu'en ayant des amis qui ont des enfants, ou même en voyant des personnes au quotidien qui sont peut-être un peu plus jeunes que nous. Toi et moi, on n'a que 3 ans d'expérience dans le métier, Oui. dans nos métiers respectifs, bien sûr, mais on n'a pas fréquenté de personnes qui étaient tellement plus jeunes que nous au travail. Parce que on est les jeunes du travail. Oui, exactement. Et donc je pense qu'il y a un moment donné où tu commences à fréquenter des jeunes, et là, par contre, tu as effectivement la fameuse révélation de oui, non, est-ce que j'ai envie de faire ou pas, quoi. Est-ce que ça m'intéresse ou pas. Ouais, exactement. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu tôt. Je pense que ta façon de voir est la bonne. Oui. Enfin, moi, je trouve ça... Je partage, en fait, ce que tu dis. Ouais, et puis tu sais, je me suis tellement mis la pression pendant mes études et pour plein de choses à côté de mes études. Tout a toujours été un challenge. Tout le temps, une guerre. Tout était compliqué, tout était dur. C'était se battre sans arrêt tout le temps. Là, j'ai plus envie. Là, tu te prends 5 ans, 10 ans de pause, quoi. Ouais. Là, j'ai juste envie d'être tranquille, comme tu dis. Juste, t'es bien dans ton métier, tu vas le sourire le matin. Si t'as pas dormi de la nuit, c'est pas grave, tu vas quand même travailler parce que t'es quand même heureux d'y aller. C'est tout. Trop bien. J'adore ce mood hyper détente. Ouais. C'est hyper apaisant, pardon. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail de une journée. Comment ça se passe une journée de conseiller en gestion patrimoine Maonardi? Tu te lèves le matin, tu fais quoi? Bon, tu me passes la routine beauté. T'es sûr tu veux Ouais, pas la vraiment, savoir? je m'en passerai pas. Mais une fois que tu vas au travail, une fois que tu arrives au travail, comment ça se passe? Déjà, il y a le café. Ah, important le café. Ouais, on fait le café tous Je ensemble. sais pas comment je tiendrai le café sans le café. Ensuite, je me mets à mon bureau. Donc, on a soit des bureaux isolés, soit un open space. Nous, on préfère l'open space parce que c'est plus convivial, c'est le matin, on aime rigoler tous ensemble, tu vois. Je vais sur mon ordinateur, je check mes mails. Ah, le fameux. Ouais. Ah, mais là, t'es dans le classique pour l'instant. Pour l'instant, on est dans le classique. Ouais, je check les mails comme tout le monde. J'ai vu si je me suis fait harceler ou pas. Ok. En fonction, tu sais s'il y a le feu dans la journée ou pas. Ouais, exactement. Après, je regarde mes traitements quotidiens. Alors, mes traitements quotidiens, c'est les personnes. Alors, moi, j'en ai pas beaucoup pour le coup avec ma tranche de clients, mais c'est les personnes où leurs comptes sont à découvert et il y a des prélèvements qui vont passer. Et est-ce que je les fais passer ou pas? Moi, j'en ai très rarement. Donc, et puis quand ça arrive, je sais que ça va passer parce que c'est juste des grosses factures qui sont arrivées et ça n'a rien à voir avec un découvert. Ouais, voilà. bien sûr. Donc ça, c'est mon début de matinée. Commence par le négatif, quoi. Ouais, on fait ça. Après, j'essaie de traiter le max de mails que j'ai et je rappelle les clients qui ont besoin que je les rappelle au plus vite. Après, j'enchaîne mes rendez-vous. Ok. Tu vois, j'ai pas... T'as beaucoup de rendez-vous par jour? Par jour, j'en ai entre 3 et 4 au max. Ok. Parce que je prends vraiment mon temps sur les rendez-vous et je bosse sur leur dossier pour leur répondre au plus vite après. Ça va avec la détente. C'est le quali plutôt que le quanti. Ouais. Sur le nombre de personnes. Exactement. Et après, quand je suis pas en rendez-vous, je traite mes instances, je bosse sur mes dossiers surtout. Ok. C'est quoi un dossier sans rentrer dans trop de détails, parce que j'imagine qu'il y a pas mal d'informations qui sont très privées. Mais c'est quoi un dossier de conseiller gestion de patrimoine? Un dossier pour un client Ouais, ça peut être différent parce que tu as plusieurs thèmes. Par exemple, tu vois, tu as le thème immobilier où là, il y a quelqu'un qui vient pour un financement avec une SCI ou qui vient pour un financement classique. Donc là, j'étudie si ça passe pas, qu'est-ce que je peux faire si ça passe pas. Tu vois, typiquement, là, j'ai une cliente qui est venue me voir, qui a signé un compromis sans clause suspensive. Ça veut dire qu'elle a signé, elle doit payer. Ok. Elle est venue me voir, ça passe pas. Donc, il faut trouver une solution. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de monter une SAS, donc une société. Et donc, ça, c'est... Ouais, hyper intéressant. Vois, c'est des montages pour avoir... Effectivement, c'est hyper intéressant. J'essaie de trouver des solutions. Alors, des fois, j'en ai pas. Parce que j'en ai pas et c'est comme ça. Mais ça, c'est mon thème immobilier. Donc, ça peut être tout. Ok. Ouais, mais après, j'imagine que c'est hyper spécifique au client. Ouais. Tu vas avoir d'un client qui vient te voir demain. Moi, j'ai acheté un appartement il y a 2-3 ans. J'arrive, je viens te voir, je dis voilà, j'ai tel patrimoine, j'ai quelques actions. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour rentabiliser un peu le tout, quoi? Ouais, c'est ça. J'ai des personnes qui viennent pour le financier, qui me disent voilà, j'ai vendu, j'ai 120 000 € qui va arriver dans un appartement sur Bordeaux. Qu'est-ce que j'en fais? Mais là, tu te frottes les mains et tu te dis alors. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, c'est vous. C'est quoi vos projets? Parce que bon, si c'est pour partir et acheter un yacht, les sous, je vous les laisse. Mais bon, si c'est autre chose, tu vois, c'est là où on va parler placement. J'essaie de savoir avec eux, placement sur quelle durée,
votre appétence, c'est quoi ? Votre appétence au risque aussi ? Ouais. Il y a cette notion de risque que tu prends que très rapidement, j'imagine. Oui, d'entrée. Je leur dis, on va pas faire du 10% sans risque. Je veux dire, je leur dis, je vais pas vous faire perdre votre temps ni le mien. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Moi, je peux vous proposer ça. C'est hyper intéressant. En fait, moi, j'ai un vrai intérêt pour les finances personnelles, etc. J'écoute beaucoup de contenu autour de ça, beaucoup de podcasts, ce qui m'a aussi donné un peu envie de faire ce genre de podcast avec les métiers différents. Et je n'imaginais pas qu'il y avait une telle phase d'éducation en tant que conseiller gestion de patrimoine. Parce qu'on voit beaucoup de startups, d'entreprises se monter pour du conseil en investissement, et on entend tout le temps ça dans les podcasts, ceci n'est pas un conseil en investissement, etc. Là, on est tranquille parce qu'on ne va citer aucune valeur. Oui. Mais par contre, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, on peut simplement aller voir un conseiller en gestion de patrimoine qui prend la tranche de portefeuille qu'on a et le patrimoine qu'on a à disposition pour se faire conseiller. Oui, c'est ça. Je peux venir te voir demain, toi, sans avoir aucun patrimoine et te dire, si je vais épargner, peut-être pas toi directement, mais peut-être les conseillers en patrimoine, justement, leur dire, écoutez, je gagne 2 000 € par mois, j'arrive à mettre 300 de côté. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Oui. Ouais, on peut. Oui. C'est le métier. Oui, tu peux venir nous voir, mais ce type de clientèle, par exemple, on le réserve aux conseillers particuliers. Conseillers particuliers directement dans particuliers, parce que si tu veux, nous, entre guillemets, je veux pas que ce soit péjoratif comment je le dis, donc je précise, c'est que nous, derrière, on ne travaille pas. Parce que quand il y a une petite somme, nous, on peut pas travailler. Parce qu'il faut comprendre, c'est que pour placer et gagner et avoir les rendements que les personnes, il faut quand même aligner une certaine somme dès le départ. Et bon, ça, il n'y a pas tout le monde qui le comprend. Mais ça ne nous empêche pas. Moi, j'ai un petit jeune que je reçois qui, à mon sens, va devenir un client patrimonial bientôt. Lui, je le conseille pour lui dire comment mettre de côté. Et quand sa vie va commencer, là, on va vraiment faire ce qu'il faut. C'est intéressant, ça me rappelle un peu les stages de fin d'études que les écoles de commerce ou d'ingénieurs dont je te parlais tout à l'heure font dans les entreprises. Et en partenariat avec les entreprises qui sont d'accord, parce que comme ça leur évite de recruter des juniors derrière. Oui. Parce qu'elles ont déjà le stagiaire qui est là. En fait, c'est un peu ce que tu fais avec des jeunes clients qui ont un potentiel à devenir, devenir patrimoniaux, comme tu dis. Oui. Et ouais, du coup, tu les as déjà dans ton portefeuille et tu les as déjà en gestion et tu les accompagnes déjà sur ça. Oui, mais on les trie en fonction du métier Évidemment, qu'ils font. J'imagine que tu fais un tri avant. Des parents aussi. Je vais pas te mentir, quand on voit que les parents, ils ont 1 million sur les comptes, l'enfant n'a rien, l'enfant vient avec moi aussi, parce qu'à un moment donné, ce sera lui. Donc, évidemment, ouais. Ok. Ouais, tout dépend du contexte. C'est hyper intéressant. Exactement. Ok. J'aurais plein de questions, mais j'ai peur que ça fasse trop long après. Donc, tant pis. Ça sera peut-être pour un deuxième épisode sur la partie gestion de patrimoine. Là, pour l'instant, j'ai envie de revenir un peu à ton expérience, on va dire. En te posant là une question que je pose souvent dans le podcast et que j'aime bien. C'est quoi la plus grosse galère que tu as rencontrée ? Au niveau du travail ou au niveau des études ? Au niveau du travail. Ouais, j'en ai une. T'en as une en tête ? Ouais. Ok. Mon premier jour où je suis arrivée. Ok. Donc tu apprends les logiciels, tu apprends tout, c'est une partie informatique. J'ai malheureusement fait un virement de 50 000 € de la mauvaise personne à la mauvaise personne. Sympa comme galère. Ouais, c'était pas 5 €. Et comment tu rattrapes ça ? Là, je suis allée dans le bureau du chef, j'ai fait « faut m'aider ». J'ai fait une bêtise. Il m'a dit « mais c'est pas grave, tu annules ». Bah oui, voilà. Évidemment. C'est juste que ça fait une écriture comptable chez le client, moins 50 000, plus 50 000. Et chez l'autre, plus moins, quoi. Là, tu appelles et tu dis « alors, excusez-moi, il y a eu un petit souci ». Et voilà, et tu t'excuses. C'est ça ta plus grosse galère ? Ouais, ma plus grosse galère. Ouais, là, j'ai sué. Ouais, mais c'est un moment de sueur, mais c'est pas une galère qui t'a duré... Alors sinon, j'en ai une autre. Un truc qui t'a duré longtemps, tu vois, un truc qui t'a... Parce que sur les études, pour le coup, je t'ai pas dit les études, je t'ai dit le travail, parce que sur les études, j'ai bien compris qu'en fait, t'avais parcouru énormément de difficultés pour arriver à ce que t'avais comme objectif à la fin. Donc ça montre une résilience et une obstination qui est assez impressionnante, d'arriver au bout et de dépasser ces galères-là. Mais on est pas mal revenu dessus pendant la phase. Donc là, j'ai envie d'avoir vraiment cette... Est-ce que tu as eu ce sentiment déjà là ? Ouais, de galère. Quand tu me reposes la question, oui. Je pense à une chose, c'est d'être une fille. Ok, galère hyper intéressante. Très compliquée. Hyper parce que aussi. Toi, tu me vois physiquement. J'ai un physique, je pense, blonde aux yeux bleus, qui fait doux, peut-être. Ou je sais pas comment on peut le percevoir, mais en tout cas, qui fait doux. Je mettrai ton LinkedIn
dans le lien de l'épisode. Donc, voilà, vous pouvez regarder et juger. Juger Laissez vos commentaires. Et du coup, les personnes pensent qu'ils peuvent avoir le dessus très rapidement, que ce soit directeur ou collègue. Même ça, c'est parce que moi, je te connais, donc je sais que non. Voilà, et bon, ils comprennent vite que non. Mais c'est quand même une galère parce que ça arrive avec les clients aussi, surtout les hommes. Les hommes qui arrivent, j'ai eu un rendez-vous une fois qui a duré plus de 3h30 parce que la personne en face de moi me disait « J'entends, je comprends, c'est génial, mais vous êtes une femme. Il faut qu'un homme me le dise. » J'ai dû prendre ma voiture, l'amener chez un comptable, chez son comptable qui avait fait les placements avec moi 2 jours avant et qui ne comprend rien, a dû dire à ce client « Oui, elle a raison », sans rien y comprendre. Ouais, ça, c'est une vraie galère. Ça, c'est une galère. Ça, effectivement, c'est presque choquant, tu vois. Ouais, autre chose aussi, c'est la question d'être une femme, c'est l'évolution de carrière parce que tu peux tomber enceinte. Et ça bloque. Ça subit encore ça ? Oui. Malgré l'arrivée de congés paternité, de choses comme ça qui viennent un peu, oui, mais après, ça se comprend. Rééquilibrer les choses. Oui, mais après, ça se comprend. C'est-à-dire que quand tu mises sur une personne, tu sais qu'elle n'est pas là pendant 1 an, parce que c'est en général ça, je peux comprendre aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui va non plus me choquer. Ça stoppe une évolution. Ça stoppe une évolution parce que tu as besoin de faire un remplacement. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une contrainte parce que ça me choque un peu moins que la contrainte du sexisme que tu vas subir du client qui va arriver en face de toi. Ça, je trouve ça vraiment... on sait que c'est générationnel et que c'est très peu compris par des générations un peu plus globales. Tout le monde n'est pas comme ça, évidemment. Mais ça, je trouve ça déjà plus choquant. Le fait qu'une personne arrive et ne veuille pas t'écouter du simple fait que tu sois une femme blonde aux yeux bleus en plus, donc elle n'y connaîtra rien. Je trouve ça un peu limite. Après, ça me surprend que moyennement, finalement, en y repensant, mais on est sur une vraie, grosse galère. Oui, mais tu sais, quand j'ai eu le poste, j'avais passé un entretien un peu bidon. Tu sais, c'est les entretiens de fin. Tu sais que tu es pris, mais c'est juste pour faire un entretien avec un manager que je ne connaissais pas, qui m'a dit à la fin quand même, en gros, physiquement, tu fais trop douce. Il avait peur que tu puisses pas tenir face à certains clients. Ouais. Et c'est là que du coup les soft skills arrivent aussi. Parce que on a parlé de soft skills tout à l'heure, plutôt dans la douceur justement. Ouais. De patience, d'accompagnement, de comprendre le besoin. Il y a aussi avoir la main ferme et savoir ce qu'on... Rentrer dedans. Savoir ce qu'on vaut, quoi. Ouais. Ah, je suis d'accord. Complètement. Bon, la langue de bois, ça va, tu maîtrises pas trop. En général, t'es assez franche. T'es assez franche avec les clients, j'imagine. Ouais. Ok, bon, très bonne galère. Je pense qu'on est dans le top des galères. Mais je pense pas que je sois la seule. Non, malheureusement, c'est une galère assez évidente. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça important aussi d'avoir... mon podcast, il a un impact très faible. Hein. Mais la présence de femmes dans les podcasts pour échanger là-dessus, je trouve ça assez important aussi. Ça permet de donner une visibilité sur ce genre de problème et la récurrence que ça peut avoir malgré les métiers. Ouais. Ok, donc on a parlé de négatif, on va aller retourner sur du positif. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi aujourd'hui ? Oui. Oui, j'avais une réponse déjà avec toute l'avancée du podcast et je m'attendais complètement à cette réponse. Ouais. Un sentiment d'avoir réussi. Ouais. Parce que la checklist, parce que... bonheur. Parce que... Être heureuse. Parce que... Alors oui, j'ai eu le poste. Oui, du coup, ma vie personnelle, elle a évolué parce que j'ai pu faire ma maison. Mais au-delà de ça, je suis super heureuse. Je pense qu'il y a 1 an, j'ai pleuré en disant « je suis heureuse ». C'est beau, hein ? Ouais. Et du coup, c'est ma plus belle réussite. Bah, c'est cool. Ah ouais. Ok. Pas besoin d'en dire plus. Un bon gros oui. Mais t'es la deuxième, parce que j'avais Pierre il y a 1 mois, et Pierre me disait la même chose. Oui, j'ai entendu. Il a 33 ans, il est en mode « attends, je suis papa, je suis presque marié, j'ai ma baraque, j'ai mon cabinet, tu veux que je demande quoi de plus, quoi ?» Non, mais c'est exactement ça. Et puis le soir, t'as le temps de faire ce que tu as envie. Ouais, mais c'est hyper important. Enfin, pour moi, c'est hyper intéressant, égoïstement, hein. Parce qu'à la base, je fais ce podcast pour échanger avec des personnes que je trouve très passionnées dans ce qu'elles font et très intelligentes et très intéressantes. Et j'avais vraiment cette question en tête pour ce podcast en me disant, la réponse, ça va toujours être non. Parce que les personnes, elles vont toujours vouloir avoir cette ambition d'aller plus loin, d'en faire plus et d'avoir l'étape d'après. Parce que je fonctionne comme ça. Et je me rends compte que pas du tout. Et du coup, ça m'apprend aussi certaines choses. J'espère que ça apprend à des gens aussi, parce qu'à la base, j'enregistre pour... Peut-être ça intéresse d'autres personnes, mais je le fais surtout pour moi.
D'apprendre à se satisfaire de ce qu'on a, quoi. Ouais. Et prendre un peu de recul. Et pour le coup, ça m'apprend beaucoup là-dessus. C'est vrai ? Bah, tu fais partie avec Pierre il y a un mois, et même Maxime et Charlotte et Victor avant, des personnes qui m'apprennent que finalement, ça fait du bien de se satisfaire de ce qu'on a, quoi. Oui, mais tu sais, des fois, je suis rabaissée au travail. Hein. On me dit ah, mais t'es CGP, toi mais tu sors du berceau parce que 27-28 ans, beaucoup de réflexions comme ça, qui à la longue, c'était vexant. Mais en fait, aujourd'hui, tu passes au-dessus. Oh, mais je m'en fiche. Ça détend. Une fois que tu as réussi à comprendre ça, ça te détend sur le reste. Oui, ça te détend, et je pense que quand tu as tellement bataillé, tu t'es tellement battu tout le temps. Parce qu'il y a des personnes comme Antoine, mon conjoint, qui lui, ses études, c'était, je pense, c'est la meilleure période de sa vie. Lui, être adulte, mais il déteste ça. Mais lui, évoluer, oui. Il a envie d'évoluer. Parce que ses études, c'était génial. Tu sais, il s'est pas battu. Il s'est battu parce qu'il a eu le concours qui était très dur, etc. Mais il a des bons souvenirs. Il s'est épanoui. Il y avait suffisamment de bons moments pour que ça prenne le dessus sur les mauvais. Ouais, exactement. Moi, les mauvais, les challenges, c'était trop. C'était trop, et maintenant, j'ai juste envie d'être heureuse. A priori, t'as réussi. Ouais. Ok, cool. On est à 55 minutes de podcast, qui est une durée très raisonnable pour un épisode du métier qui rentre. Du coup, on va passer sur quelques questions légères. Ouais. Donc là, ça peut durer entre 10 minutes et 1 heure. Ok. En fonction de tes réponses, en fonction de ce que tu as envie de dire. Première question, et du coup, ça va revenir à ce qu'on a un peu dit tout à l'heure, histoire de rester vraiment dans le métier. Parce que je t'ai pas dit, mais les questions en général, elles vont aller le plus lié à ton métier, à ce qu'on vient de se dire, vers le plus détendu, chill. Ok. Et là, on finira le podcast sur un petit verre de vin. Sur un petit verre de vin, avec plaisir. Avec plaisir. Première question, tu te vois où dans 5 ans ? Dans 5 ans, professionnellement, je suppose. Évidemment. J'imagine que t'as ta maison, ouais. T'as Antoine dont on a parlé. Je vois pas trop ça changer d'ici 5 ans. Non, ça va pas changer. Non, ça va pas changer. Donc, professionnellement. Je me vois soit toujours sur le même métier ou sur le métier d'au-dessus. La gestion privée, donc ? Ouais, mais toujours sur le même secteur. Donc soit Bordeaux Sud, soit le bassin d'Arcachon. Ok, donc tu es toujours dans ce secteur, dans la même banque, parce que tu t'y plais ? Exactement, ouais, beaucoup. Ok, beaucoup. Donc pas trop de changements dans les 5 prochaines années, c'est beau. Non. C'est bien. Ouais, non, on continue à évoluer, mais tu sais, sans pression. Je vais pas me battre pour faire des entretiens. Tu me veux, tu m'auras. Voilà, c'est pas moi qui vais me battre. Maintenant, c'est comme ça. C'est beau cette simplicité. Non, mais c'est bien de prendre les choses avec autant de légèreté de temps en temps. En fait, quand tu as réussi à un certain stade, je pense que la légèreté vient d'elle-même. Ouais, je pense. Est-ce que tout le monde devrait aller voir un CGP ? Oui. Tout le monde ? Tout le monde. Même l'étudiant qui est dans... Oui, en fonction de ses besoins. Si c'est... pour quelque chose de lambda, non, mais si lui, il s'interroge sur quoi faire et comment faire pour acquérir du patrimoine, oui. Ok, donc toute personne qui souhaiterait gagner un peu plus d'argent, avoir un vrai patrimoine qui évolue, devrait aller voir un conseiller de gestion de patrimoine. Ouais. Ok, super intéressant. Au moins une fois. Ouais, au moins une fois, pour avoir un premier rendez-vous. C'est pas pour un suivi, mais pour avoir une personne et répondre aux questions. Il y a le chat qui fait des siennes. C'est pas grave. Une question que je pose tout le temps maintenant. Au début, je pensais la poser que de temps en temps avec des métiers qui s'y prêtent, mais en fait, ça se prête à tout. Ouais. Comment tu gères je l'ai un peu mieux formulé. C'est la première fois avec toi, là, je l'inaugure un peu. C'est la première fois que je la formule, où j'ai un peu travaillé la formule de cette question-là. Parce que d'habitude, c'était juste c'est quoi l'IA avec toi. Là, je cadre un peu plus parce qu'en plus, j'ai une relative expertise blockchain dans mon métier actuel. Ouais. Et ça te touche un petit peu dans ton métier. Mais du coup, je la mets un peu plus au global, parce que ça touchait l'IA et la blockchain. C'est quoi c'est pas quoi. Comment tu gères l'innovation ? Comment vous gérez l'innovation dans le métier de la gestion de patrimoine ? Je te parle d'IA, je te parle de blockchain. Alors, tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie... Crypto-actifs, comment vous les gérez ? On la gère pas du tout. Non, vous prenez absolument pas... On la gère pas du tout parce qu'en fait, on n'a pas le droit. Ok. Même si à titre perso, tu peux en faire, tu n'as pas le droit d'en parler. C'est interdit. Et si demain, tu as un client qui vient te voir et qui te demande des choses par rapport à ça ? Oui, mais j'imagine. J'en ai tout le temps. C'est la première question que je te poserai pour t'embêter, donc franchement... On en discute. Ouais.
parce que j'en parle. C'est quoi votre avis dessus Votre maturité, avis, est-ce que vous avez essayé? Je lui donne mon expérience personnelle, parce que c'est la seule chose que je peux lui donner. Par contre, ce que je fais tout le temps, c'est le mettre en garde. Je le mets en garde, mais c'est comme tous les produits financiers même que je vends, par contre. C'est je le mets en garde. L'argent que vous mettez, c'est de l'argent que vous n'avez pas peur de perdre. Et après, je leur dis de faire attention aux vidéos YouTube, etc., et d'aller vers des personnes qui s'y connaissent. Il y a des personnes en indépendant qui font ça. Et si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, il faut y aller. Mais je passe ma vie à dire ça à des clients. Si vous voulez vraiment aller sur les cryptoactifs, aller vers des personnes qui s'y connaissent et pas des personnes qui ont l'air de s'y connaître. Ah mais voilà, moi j'en ai fait quand j'étais en études parce qu'on nous a demandé de tester. T'as des choses là-dessus Ouais, il y avait un portefeuille virtuel et tu pouvais le faire à côté parce qu'on avait un prof qui était trader. Donc lui, la crypto-monnaie, il faisait que ça. C'était super dur, je comprenais pas tout. Je me suis fait des sous dessus, je vais pas mentir. Mais après... Pour autant, est-ce que tu le recommandes aujourd'hui ? Oui et non. Oui, je le recommande parce que tu peux te faire de l'argent. Mais je le recommande à des gens qui ont de l'argent à perdre. Donc non, je le recommande pas à tout le monde. Non, mais c'est une très bonne réponse. Faites votre due diligence. Voilà, et je peux pas donner plus de conseils parce que même si j'avais le droit, je pense qu'on n'a pas les compétences. Ok. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on a... c'est une humilité, ça fait partie des choses que tu me disais tout à l'heure, de savoir dire non, quoi. À un moment donné, c'est pas mon expertise. Oui. Est-ce que tu conseilles, t'en connais des experts à ce niveau-là, des personnes qui permettraient de conseiller Est-ce que tu en conseilles ? Je ne demande pas de nom, je me demande est-ce que tu conseilles des personnes en particulier que tu connais dans ce monde-là ? Oui, je conseille mon prof, justement. Ah ouais ? Je le conseille. Et après, dernièrement, il y a un étudiant, 21 ans, qui nous a tous ébahis, une intelligence qui me fait penser à toi un peu. Tu vois. Wow, flatteur. Non, si, ouais, c'est vrai. Vraiment, il est arrivé, il avait des connaissances, puis il pouvait tout te définir avec des mots simples. Donc à partir de là, je pense que c'est que tu comprends bien ton sujet si tu peux le... ce qui se comprend bien, c'est clairement, c'est ça. Voilà, ça, c'est sûr. 21 ans. Impressionnant. Je crois qu'il va rentrer dans une école à Londres de trading. Waouh. Bonne chance à lui avec la fiscalité du Brexit. Hein. Ouais, c'est son cadeau à lui. C'est son to-do list. Bonne chance, monsieur. C'est chouette, c'est hyper impressionnant. Mais du coup, tu conseilles ces personnes, de contacter ces personnes potentiellement parce que tu les connais directement. Voilà, je leur dis je connais telle personne, mais pareil, des personnes qui viennent pour de l'art. Moi, je fais pas de l'art. Ah oui, très intéressant aussi. Et puis, il faut être spécialisé pour l'art. Il faut quand même faire des écoles. Voilà. Au-delà du petit cours rigolo qu'on avait eu. Exactement. Moi, je leur conseille des noms de personnes que je connais. Je dis je sais pas ce qu'elles valent, mais je sais qu'elles font ça, allez-y. Voilà. Ok, hyper intéressant. Et du coup, donc là, on est sur la partie cryptoactif. J'ai envie de rester sur l'innovation. Comment tu appréhendes l'arrivée de l'IA dans ton métier ? Parce qu'a priori, si j'en crois le discours général, je l'ai vécu avec la blockchain, je sentais, ça se sait que tout ne va pas changer du jour au lendemain et tout ne va pas être révolutionné par ça. Que ce soit la blockchain et l'IA, ça sera la même chose. Aujourd'hui, tout va être un petit peu impacté au moins. Et des choses vont être complètement révolutionnées. Est-ce que ton métier, tu penses qu'il est plutôt dans le bas de l'échelle de la révolution ou on est vraiment dans un truc où ça va changer du tout au tout ? Je dirais plutôt vers le bas. Ok. Pourquoi ? Parce que, une question de responsabilité. Je te donne un exemple. Si c'est une IA qui me propose des fonds, qui me fait une allocation, si dans 5 ans on vient me voir et que c'est pas bon, j'ai aucune responsabilité. Je peux pas dire telle personne expert qui a fait tel métier m'a conseillé ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas moi qui ai fait ce conseil-là, c'est... Ouais, du coup, ça m'enlève de la crédibilité à moi, ça enlève de la crédibilité aux experts au-dessus de moi qui, eux, préconisent des fonds, parce que c'est leur métier de tous les jours, les fonds. Donc ça, c'est déjà une limite. Et la deuxième chose, qui n'a rien à voir avec l'IA, mais les limites informatiques. C'est-à-dire ? On bug tout le temps. Que ce soit là où je suis ou les autres. Informatiquement, les logiciels qu'on a ne sont pas assez bons pour suivre. Ah, donc tu veux dire que l'innovation nécessaire à appliquer sur le logiciel, elle est tellement basse dans l'échelle de priorité sur le fonctionnement du logiciel que ça ne se fera pas... Ouais, complètement. Dès qu'ils essayent d'innover sur quelque chose, c'est comme dans toutes les entreprises, je suppose, mais ça capote tout le temps. Donc je pense qu'il y a ces deux limites-là, responsabilité et l'informatique qui est pas donné à tout le monde. Sur l'informatique, je pense que ça peut évoluer plus vite que ce que tu imagines. Mais je pense que si des jeunes, peut-être.
arriver... C'est même pas tant ça, en fait. C'est vraiment une question d'organisation sur le projet. Oui. On parlera de ça avec le verre de vin après. Mais c'est vraiment une question d'organisation de projet. Par contre, sur la partie responsabilité, je partage complètement. Oui. Parce que je suis vraiment en train de creuser ce sujet-là, le fameux IA-Act qui est sorti super vite, dont on s'est super vanté en Europe. Et le côté responsabilité de d'où viennent les données et comment elles sont agrégées et qui prend les décisions derrière, quoi. Et qui assume. Tu sais ce qui pourrait marcher, qui pourrait être intéressant par contre ? Que le client, lui, quand je te dis une connerie, il ouvre un PEA par exemple, tu sais, il peut faire ses allocations lui-même. Bien sûr. Et est-ce que pourquoi pas, il n'aurait pas, dans un futur lointain ou proche, une interface où il me dit les IA existent, on a un expert IA qui s'appelle Charles et qui peut te faire une allocation en fonction de ton profil. Ça existe déjà. Tu vois ? Ouais, mais nous, par exemple, ça n'existe pas chez nous. Non, mais parce que ça existe sur des échelles de micro-trading. Ouais, mais est-ce que ça n'existerait pas, mais en se bordant très juridiquement avec des papiers ? Oui, je donne l'accord, oui, etc. Oui. Et là, c'est ton problème, du coup. Comme les mandats, par exemple. Mmh. Tu vois ? Les mandats de gestion ? Ouais. Tu peux en dire un mot là-dessus ? Les mandats de gestion, c'est tu donnes ton accord à des personnes qui, eux, vont faire des allocations de fonds. Toi, t'en as des mandats de gestion ? Genre, tu fais des allocations pour des clients que tu as ? Alors, j'en ai. En fait, on a le mandat et on a la gestion conseillée. Ok. Le mandat, j'en fais pas beaucoup parce que je préfère la gestion conseillée. C'est différent. Tu as un conseiller qui va t'appeler tous les trimestres, qui va te faire des points marchés. Donc, tu évolues avec lui et tu peux aussi dire non, je veux pas investir dans tel pays ou tel pays. Tu vois, tu as partie prenante de la chose. Éviter d'investir dans des pays qui sont pas trop ESG. Exactement. Pas l'école, pour le coup, les critères ESG. Oui, c'est ça. On évite. Voilà, exactement. Et puis ça les instruit aussi. Donc c'est ma préférence. Ok, hyper clair. On arrive un peu sur la fin des questions métiers. J'ai envie d'arriver sur un peu plus de légèreté avant de conclure. On va peut-être... Est-ce que tu veux qu'on te suive sur la partie conseil de gestion de patrimoine ? Est-ce que tu as des choses à partager sur des réseaux, sur cette partie conseil de gestion de patrimoine précisément ? Des choses à partager, pas forcément le lien de ta banque parce qu'on n'a pas le droit de les citer, mais peut-être des personnes que tu as envie de mettre en avant, ton prof si tu veux partager son nom. Cette personne, c'est monsieur Altouki. Je partagerai de toute façon tout dans la description de l'épisode. Il est très sympa et très compétent. Peut-être trop compétent, je sais pas si tout le monde comprendra parce que moi je comprenais pas. Mais après, j'ai pas de nom forcément à citer. Mais faites confiance à la personne que vous avez en face de vous. On n'est pas là pour prendre votre argent, on n'est pas là. On est là vraiment pour vous conseiller. C'est vraiment de l'humain, la gestion de patrimoine. Et est-ce que toi, il y a des choses sur lesquelles on peut te suivre en dehors de la gestion de patrimoine ? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager des passions, perso, trucs qui t'intéressent. Moi, je fais de la photo et je peins. Mais c'est trop bien. Tu vois, ça, c'est mon petit loisir. Super. On va là-dessus un petit peu, si tu veux. Ouais, je peins. Pas mal. Quand j'ai le temps. Et quand il pleut aussi. Ouais, vu que t'habites dans le sud de Bordeaux, il pleut beaucoup. Ouais, exactement. Surtout en ce moment. Donc, je peins pas mal. Tu partages ça ? Non. Non ? Non, je partage pas trop la peinture. J'avoue que ça reste pour moi. Et la photo ? La photo, je partage. Je fais des photos, pas mal de grossesse en ce moment. Ok. Je sais pas, ça doit peut-être être un signe. On sait pas. Faut pas que monsieur il écoute le podcast. Mais ouais, je fais pas mal de photos. J'ai commencé il y a 2-3 ans par là. Et j'ai bien aimé, donc j'ai continué à faire des photos. T'as un compte Instagram ? J'ai un compte Instagram qui s'appelle About Them. About Them. Ouais. Tu vois, mon niveau d'anglais n'est pas là. Ok, je partagerai dans la description. Mais si. Donc je fais des photos, mais vraiment pour le loisir. Ouais, c'est en parallèle, tu fais pas... Ouais. C'est vraiment pour des personnes qui se prennent pas la tête, qui ont envie, qui sont sympas, good vibes, tu vois. Trop bien. Comme toi, quoi. Good vibes. Et j'ai une dernière question, histoire de conclure cet épisode gentiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Ouais. Oula. Déjà de gagner l'Euro-Million ce soir parce que j'ai joué 2 grilles. Et rester heureux encore et encore. Ouais, rester sur ça. Ouais. C'est vrai que ça, on en a pas trop parlé, mais c'est hyper intéressant et c'est hyper important. Oui. C'est bien d'arriver à être heureux dans la vie. Oui. C'est tellement dur de le rester. Oui. Mais quand t'as des petites peines et qu'il y a des moments difficiles, c'est qu'après, il y a du soleil. Tu vois, après la tempête, il y a du soleil. Mais c'est vrai. Ok ? Ouais. On est sûr de ça ? Oui. Tout le temps ? Oui. Ok.
Faut juste être patient et attendre le bon moment. Si les choses, elles sont pas à ce moment, c'est que c'est pas ça. C'est ma philosophie. Ok, trop bien. On va rester sur ta philosophie. Merci pour le podcast, Manon. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, et j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. C'était Simon Guillochon et vous venez de plonger dans mon podcast, Le métier qui rentre. À très bientôt.